nous nous réjouissons tous les deux de voir autant d'organisations se retrouver pour célébrer l'anniversaire de l'insurrection de 2014, qui constitue un événement fondamental de notre histoire récente, mais aussi pour nous interroger sur l'évolution de la situation nationale aujourd'hui. Le thème précis qui a été retenu est la situation nationale, enjeux et alternatives. Quand on entend ce thème, on se doute qu'il renvoie à une situation particulièrement compliquée que nous pouvons caractériser de façon d'ensemble comme une situation de crise particulièrement aiguë, marquée par une déstabilisation affligeante. Il y a quelques années, beaucoup des organisations qui sont à l'initiative de cette rencontre analysaient l'évolution de la situation nationale et mettaient l'accent sur la complexité qui la caractérise. Eh bien, nous sommes passés de la complexité à l'aiguisement de la crise, à tel point que beaucoup d'entre nous, nous sommes exposés à la tentation du découragement. Et nous nous demandons si une autre issue que l'effondrement est possible. Alors, nous allons essayer de répondre à ces questions-là. Et nous allons essayer, effectivement, de voir dans quelle mesure on peut envisager une perspective par-delà la menace actuelle d'effondrement, voire de remise en cause complète même de notre territoire, en tout cas dans ses frontières actuelles. Alors, pour discuter de cette préoccupation principale qui consiste à se demander si une autre issue que l'effondrement est possible, je voudrais, dans une première grande partie de mon propos, parler de ce que j'ai appelé les traits saillants d'une crise exacerbée. Quand on observe la situation nationale, on est immédiatement frappé par la multiplication des signes de malheur. Il y a d'abord la multiplication même des attaques qui semblent au fil du temps se diffuser à travers tout le territoire, si bien qu'il est difficile aujourd'hui de trouver une région, voire une province qui est complètement épargnée par ces attaques-là. Les conséquences que ces attaques ont sont particulièrement négatives. Évidemment, il y a d'abord les victimes directes, il y a ensuite les déplacés internes et surtout, il y a un terrain qui est particulièrement affecté par les conséquences des attaques, c'est le domaine de l'éducation. Rien que cette semaine, les chiffres des écoles qui sont fermées ont été actualisés. Et malheureusement, il faut constater qu'ils sont en nette augmentation. Aujourd'hui, on parle de 4 992 écoles primaires fermées, de 643 établissements du post-primaire fermés, et on considère que
il y a au moins 1,8327 élèves qui sont concernés par cette situation de fermeture. Et ce qui est particulièrement significatif, c'est qu'il y a eu d'abord des fermetures au niveau du primaire, ensuite au secondaire, et aujourd'hui on a atteint un point où des établissements d'enseignement supérieur privés sont concernés par ces fermetures-là. Et au-delà des fermetures d'établissements, ce qui retient l'attention, c'est l'exacerbation même de la violence, le massacre des populations civiles, d'une manière générale, l'explosion de la terreur à travers les attaques que nous vivons. Donc, ce sont des indices de la souffrance à laquelle notre peuple est aujourd'hui soumis. Et cette souffrance-là se trouve une exaspération à travers les épreuves que subissent les structures même de l'État. Effectivement, nous pouvons constater que au niveau des structures de l'État, nous avons enregistré 2 coups d'État en 8 mois. En fait, l'intervention même du coup d'État est un signe d'aiguisement de la crise. Parce que le coup d'État en lui-même entraîne une manipulation des institutions, une désorganisation de l'ordre légal. Et donc, le fait d'avoir 2 coups d'État en 8 mois est en lui-même un signe qui nous montre que la situation que nous vivons est particulièrement compliquée. Et face à cela, justement, on peut se demander, mais tous ces coups d'État-là, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter? Qu'est-ce qu'ils prétendent pouvoir changer dans notre situation et quelles conséquences eux-mêmes ils ont dans l'aggravation de la situation que nous vivons? Je voudrais envisager cette question dans une seconde grande partie de mon propos que j'ai intitulé « La réorientation de la contre-insurrection ». Les 2 coups d'État ont été inspirés par un même mouvement qui s'appelle le MPSR. Et ce mouvement dit se préoccuper de sauvegarde et de restauration. Il est d'ailleurs curieux de constater que le 2e coup d'État a gardé les mêmes sigles que le premier coup d'État, et ce qui nous montre clairement que du point de vue des acteurs, c'est le même mouvement. Si c'est le même mouvement, évidemment, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que le même mouvement qui parle de sauvegarde et de restauration s'est scindé en 2 camps. Il y a eu un premier camp qui était animé par la préoccupation essentielle de la réconciliation. Nous avons vu comment il a été fait appel aux personnalités proches du régime Compaoré. Nous avons vu comment les responsables de ce camp ont tenté d'organiser une rencontre des chefs d'État à la hâte. Et bien sûr, on se doutait tous qu'ils avaient comme objectif de nous organiser une grande cérémonie à l'issue de laquelle une amnistie générale allait être décrétée et, comme on dit, on allait permettre le retour des exilés.
c'est cette dynamique-là de la réconciliation pressée qui a été d'une certaine façon freinée avec le deuxième coup d'État. Et on peut noter que dans la composition du gouvernement issu du deuxième coup d'État, le grand ministère de la réconciliation n'existe plus. Ensuite, ce qu'on peut constater également, c'est que le deuxième coup d'État a amené l'annonce d'un vaste recrutement de combattants, aussi bien des militaires que des VDP. Il s'agit d'un recrutement de combattants. Il ne s'agit pas d'une stratégie d'organisation d'une résistance au niveau même des populations à la base. Il ne s'agit pas d'essayer d'identifier les initiatives de résistance déjà existantes et d'encourager l'apparition d'autres initiatives. Telles que les choses sont prévues, il est surtout question de recruter des combattants. Et également, un autre point, le deuxième coup d'État a amené une remise en cause de certaines mesures particulièrement décriées du premier coup d'État. Nous pensons tous évidemment à l'augmentation des salaires des membres du gouvernement. Il nous a été dit que cette augmentation allait être remise en question. Nous attendons d'avoir exactement la mesure de ce changement-là. Mais en tout cas, la remise en question de cette augmentation répond à une revendication populaire qui a déjà été portée par différentes organisations, notamment les organisations syndicales. Et nous-mêmes, lors des conférences que nous avons tenues, nous avons enregistré très clairement une protestation contre cette augmentation du traitement des membres du gouvernement. Mais on peut parler en réalité d'une réorientation de la dynamique purement contre-insurrectionnelle dans laquelle s'était engagé le premier coup d'État, mais il ne s'agit pas d'un changement fondamental. La preuve, c'est que les animateurs eux-mêmes du second coup d'État insistent pour dire que c'est le même mouvement qui reste à la direction des choses, c'est le même mouvement, le même MPSR qui continue de parler de sauvegarde et de restauration. Et surtout, on peut montrer que face à une préoccupation fondamentale des masses comme l'augmentation des prix des produits de base, pour le moment, nous n'avons rien enregistré comme changement de ce côté-là. Au contraire, au départ, certains responsables du nouveau mouvement avaient laissé entendre qu'ils pourraient revenir sur cette augmentation des différents prix, mais pour le moment, rien n'a été confirmé et on semble plutôt chercher à patienter de ce côté-là. Ce qui nous permet de considérer que, de façon globale, le changement apporté n'est pas profond. Et donc, on peut se demander, face à cela, est-ce que nous allons pouvoir vraiment surmonter la situation de détresse à laquelle nous sommes confrontés? Alors, je voudrais envisager cette question dans une troisième et dernière grande partie de mon propos que j'ai intitulé «
la résistance des partisans du véritable changement. C'est vrai que quand on considère la situation et les différentes mesures qui sont pour le moment annoncées par les autorités, on peut se dire que, en tout cas, le changement espéré n'est pas encore à l'horizon. Mais il faut se dire que il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans l'évolution de cette société-là et qui ont chacun un rôle à jouer dans sa transformation. Donc, quand on pose la question du véritable changement, quand on se préoccupe de réfléchir sur l'alternative, il faut se donner la peine de considérer toutes les forces qui animent la vie publique dans ce pays-là et qui cherchent à amener une transformation de la situation. Or, si on envisage les choses de cette façon, on est tenu de reconnaître quand même qu'il y a des acteurs, il y a des forces qui, depuis longtemps, se battent pour le changement véritable dans notre pays-là et qui, à chaque tournant important, attirent l'attention du peuple sur les enjeux, sur ce qui a été atteint et ce qu'il reste à faire. C'est cela aussi qui nous permet d'éviter, de prévenir les illusions. Effectivement, quand le premier coup d'État est arrivé, nous avons vu qu'il n'y a pas eu un grand engouement. Il y a eu une forme de prudence qui l'a accompagné. Avec le deuxième coup d'État, les gens sont sortis précisément parce qu'on leur a dit qu'il y a eu une menace d'immixtion étrangère dans la situation. Et beaucoup sont sortis pour protester contre cela. Mais au-delà de cette protestation, on se demande qu'est-ce que les nouvelles autorités vont être capables de nous proposer. Et il faut savoir que dans l'ensemble, la population a largement rejeté la dynamique de la réconciliation dans laquelle le premier coup d'État s'était largement engouffré. Et donc, on peut dire que l'aspiration au changement s'approfondit. Autant la détresse également s'exacerbe, autant l'aspiration au changement s'approfondit dans notre pays. Et on assiste à un renforcement des positions démocratiques et révolutionnaires. Cela se traduit par un développement des revendications. Cela se traduit par une volonté dans différents secteurs de s'organiser et de ne pas subir la situation. Et cette résistance, d'une manière générale, pointe vers quelque chose qu'on peut appeler une alternative, c'est-à-dire un changement radical qui va nous permettre de reprendre un autre élan complètement différent et de pouvoir pousser à une transformation en profondeur de notre société qui va permettre de mettre fin à l'exploitation, de mettre fin à la domination extérieure et de mettre fin au pillage de nos ressources. La quête de cette alternative-là va au-delà d'une simple demande de révision des institutions de la transition. Il ne s'agit pas simplement de cela. Il s'agit
de réfléchir sur une transformation en profondeur de la société qui va nous permettre de vaincre les forces barbares qui cherchent à nous détruire, mais au-delà de construire une nouvelle société qui nous permettra d'avancer et de résoudre beaucoup de problèmes, de pouvoir répondre aux besoins fondamentaux des populations. C'est cela l'enjeu vers lequel beaucoup tournent aujourd'hui la tête. Et on peut dire que la conquête de cet objectif également se prépare parce que déjà nous avons évolué. Il y a beaucoup de signes positifs qui s'accumulent face également à l'exacerbation de la crise. Nous avons parlé du refus de l'exploitation et de la domination, mais surtout, nous pouvons parler également de la revendication de plus en plus ouverte du patrimoine insurrectionnel de notre peuple. Nous sommes là, nous commémorons l'anniversaire d'une insurrection. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que cette insurrection-là, c'est un accident qui est intervenu dans l'histoire de ce pays et que même le président Compaoré allait revenir un jour s'installer à Zignaré et continuer à recevoir ses cotisants. Eh bien, ils sont obligés aujourd'hui de réviser leurs prévisions. Parce que l'insurrection a laissé une trace profonde. Et l'insurrection a surtout suscité des voix, encouragé des acteurs qui l'ont toujours considéré comme le meilleur chemin pour pousser à une transformation radicale de notre société. Donc, en conclusion, nous pouvons considérer que c'est vrai que notre détresse est grande. C'est vrai que l'inquiétude aujourd'hui qui nous ténaille est profonde. Mais nous devons également reconnaître qu'il y a des acteurs, il y a des forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour garder l'espoir et nous préparer à une dynamique de transformation en profondeur de notre société. Je vous remercie pour votre attention. Parti en disant qu'il a dépeint une situation presque catastrophique. La solution qui est intervenue avec le coup d'État, les deux coups d'État, ne semble pas nous sortir de l'ordinaire. Et la seule issue qui reste, c'est que le peuple puisse s'organiser et refaire une insurrection véritable pour un changement radical. C'est la seule issue, c'est la seule alternative qui peut nous sauver. Parce que c'est cette alternative qui nous permettra, du coup, de chasser les terroristes, les règles, mais aussi de chasser l'impérialisme principalement français et de changer de paradigme dans la constitution de notre pays. Quand les gens sont sortis les 30 et 31 octobre, il n'y avait pas de Moshi, ni de Peul, ni de Bolon, ni de... Est-ce que vous connaissez même ce que c'est les Bolons? C'est une petite minorité perdue à l'ouest du Burkina. Ni de Djani, etc. Ils étaient sortis parce qu'il y avait quelque chose à défendre. Et cette chose-là, elle est extrêmement importante parce que ça participe de la construction de la conscience nationale. L'analyse que mon camarade analyse en fait tout à l'heure, moi je ne vais pas revenir sur cette situation qui a dépeinte. Je voudrais, moi, m'appesantir sur un point précis, qui est la question de la guerre qui endeuille notre peuple, et notamment la jeunesse populaire qui paye un lourd tribut. Alors, vous allez découvrir au fur et à mesure, parce qu'il y a 4 parties qui vont constituer le menu de ma proposition. Je dis au passage que je suis passé de modérateur à animateur
merci encore aux organisateurs d'avoir fait confiance et de permettre effectivement de donner mon point de vue. Alors, pour parler de la guerre, on voit que notre pays, il y a un enchaînement d'événements dramatiques. Et ça questionne l'ensemble du peuple et également la jeunesse. Parce que ces événements inclinent au doute quant à notre devenir commun. Il a dit tout à l'heure, on se pose la question même de l'existence de notre pays. Donc notre devenir commun est interrogé sérieusement dans cette situation de guerre. C'est légitime, c'est pourquoi j'ai choisi de parler de cette question, parce que c'est ça que nous vivons tous les jours. Je suis revenu de mission de Kaya hier, mais quand je partais, je ne savais pas s'il allait revenir, et quand je revenais, je ne savais pas s'il allait être là aujourd'hui. C'est ça la réalité. On ne peut même plus se rendre dans son village, tellement le pays est devenu la propriété, j'allais dire, des groupes armés. Et parfois, le juriste que je suis, parfois c'est drôle sur certaines notions où on dit l'État, c'est le territoire, c'est les populations et c'est le pouvoir. Dans le cadre précis du Burkina, il n'y a plus de territoire. Le pouvoir, c'est les djihadistes qui l'exercent. Les populations, c'est eux qui les contrôlent. Alors, je perds, j'allais dire, mon moré en revisitant le cours de droit. Ça ne veut plus rien dire. Et c'est ça la question du tout, comme vous allez le voir. Alors, je vais commencer par les considérations d'ordre général sur la guerre comme activité humaine. Et dans un deuxième temps, dans cette première partie, la caractérisation de la guerre actuelle dans notre pays, les parties prenantes et les enjeux. Alors, si je prends les considérations d'ordre général, je l'ai dit tantôt, la guerre fait partie des activités humaines. Elle remonte à la nuit des temps et est aussi ancienne que l'espèce humaine elle-même. Ensuite, la guerre est une activité humaine particulière parce qu'elle consiste à user de la violence armée pour atteindre des objectifs politiques. Et les stratèges disent que la guerre, c'est la dialectique des volontés. Autrement dit, en français facile pour nous qui avons fait une bonne partie, c'est que la guerre, c'est un rapport de force. Et celui qui a plus la force soumet son vis-à-vis et l'oblige à respecter sa volonté. Et on est bien dans ce cas de figure. Ensuite, chaque époque, on fait la guerre, j'allais dire, ça correspond toujours à chaque époque. Pourquoi j'insiste sur cette partie? Et à l'âge de la pierre taillée, on ne fait pas la guerre comme on fait à l'âge du fusil à canon. Et quand il y a eu les drones, ce n'est pas la même chose que, j'allais dire, les kalachnikovs, extra. C'est pour arriver à quoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de confusion sur la question. On nous a parlé de guerre asymétrique. Bon, c'est de non-sens. Pourquoi c'est de non-sens? La guerre a toujours été asymétrique, puisqu'on parle de la dialectique des volontés. Donc forcément, il y a quelqu'un qui a quelque chose qui ne va pas correspondre. Et ça, c'est extrêmement important. On a parlé de terrorisme. En fait, le terrorisme, c'est l'expression de la terreur qui peut faire partie de la guerre. Encore, on n'y est pas. Or, on ne peut pas affronter un phénomène si on n'arrive pas à le caractériser. C'est pourquoi d'ailleurs, et surtout concernant la guerre, quand Clémenceau a dit que la guerre est une chose suffisamment sérieuse pour la laisser entre les seuls des militaires, il dit vrai. Et on est dans ce cas de figure, puisque eux qui devaient définir la stratégie la meilleure pour nous faire sortir de la situation, bon, on est dans l'espace, je reviendrai là-dessus. Enfin, pour terminer sur les considérations générales,
il faut pouvoir distinguer guerre juste et guerre injuste. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, après, on va confondre la distorsion et les servir. Surtout à l'époque de l'impérialisme et des guerres coloniales, et on va distinguer les guerres justes qui sont menées par les peuples pour se libérer des différents jougs. Et les guerres de rapines, telles qu'on le voit aujourd'hui se développer dans le Sahel, sont des guerres injustes, d'agression et réactionnaires dans le fond. Donc c'est clair, c'est ça qui va nous permettre de chuter sur la deuxième partie de ces considérations sur la caractérisation de la guerre dans notre pays. Alors, la guerre se manifeste dans notre pays par, je pense qu'on dit dans ma langue que c'est des mots de Dieu, ce n'est pas des mots de l'homme, tout le monde voit. C'est des attaques jadis tous les jours. C'est les opérations violentes des villes appuyées par les exécutions sommaires, la destruction du bien privé et collectif. C'est l'occupation du pays par les armées étrangères, et ça c'est extrêmement important. C'est les affrontements entre les FDS et les groupes armés. C'est les combats entre les groupes terroristes eux-mêmes pour imposer l'hégémonie de tel ou tel groupe. Et enfin, ce qui est le plus important dans ça, c'est la résistance de plus en plus organisée des populations contre ces attaques. Et chacun sait dans sa région qu'il y a beaucoup d'actions de résistance et ça qui sont des raisons d'espérer. Alors, comment caractériser la guerre actuelle qui a eu notre peuple? Je dis, en partant de ce que les grands penseurs ont dit, que pour ne pas se tromper dans la caractérisation de toute guerre, il faut partir de l'analyse de la politique qu'il a engendrée. Et pour reprendre cette aspect formule, il y a le plus grand théoricien de la guerre, Clausewitz, qui dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens et des termines, notamment violents. De toute façon, ce n'est plus une théorie, on vit là. On vit, c'est clair. On égorge les gens tous les jours. La violence ne peut pas aller plus que cela. Alors, les racines de la guerre actuelle sont à rechercher dans la domination néocoloniale de notre pays par la France et d'autres puissances. Ça, c'est pas important. Et surtout, les classes et couches sociales qui sont ces relais et qui, durant 60 ans, ont développé le clientélisme, ont développé la corruption, ont développé la malgouvernance. Dans ces conditions, ce n'est pas une surprise qu'on arrive à la guerre civile telle qui se développe aujourd'hui. Un paysan malien me disait il y a 10 ans que si on continue d'exploiter les ressources naturelles telles que c'est fait, qu'effectivement, on va se retrouver dans la guerre civile. On va croire que c'est un devin. Non, ce n'est pas un devin. C'est la lecture de la situation concrète qui nous permet. Et la guerre civile est arrivée au Mali, au Tchad, au Niger, au Burkina, etc. C'est ça la réalité. Alors, pour caractériser cette guerre, puisque c'est les politiques réactionnaires qui l'ont amenée, la guerre doit être caractérisée de guerre civile et réactionnaire. Pourquoi? Civile, parce que c'est une fraction du peuple, de la population, qui s'est soulevé contre l'État et qui veut le renverser. C'est ça leur objectif. On les appelle improprement des armées. C'est pas vrai. C'est-à-dire des hommes armés non identifiés. Mais à Djibo, on discute, est-ce qu'on discute avec les fantômes? Parce qu'en 2001, avant les élections, on a discuté avec les gens. Est-ce que c'est toujours des gens non identifiés? On se propose de faire le dialogue. Est-ce qu'on fait le dialogue avec les fantômes? Non. Donc ils sont connus. C'est des gens du peuple qui ont pris les armes contre l'État et qui veulent le renverser. On reviendra sur la base sur laquelle ils veulent renverser l'État. Ça c'est autre chose. Mais la caractérisation du civil découle de cela. La deuxième chose maintenant, et d'ailleurs, j'aime bien vous citer cette affirmation du ministre de la Défense, Pierre-Thierry Louis, je pense que c'est bien son nom, dans le pays numéro 7442 du 28 octobre 2021, il dit ceci, qu'il est temps de comprendre que la majorité de ceux qui nous attaquent sont des nationaux qui ont fait le choix, consenti au contraire, de rallier la cause des groupes armés. Ce ralliement leur procure les moyens et le pouvoir pour certains d'assouvir des revendications religieuses pour d'autres,
de réaliser des objectifs socio-économiques individuels ou communautaires pour d'autres abords, d'assouvir des desseins criminels personnels. Fin de citation. C'est pas plus civil que ça. C'est lui qui dit. Donc, même au plus fort, au niveau de l'État, on reconnaît le caractère civil de la guerre. Donc, pour une fois que je suis d'accord avec l'ambassadeur français, écoutez, ça découle de l'observation et de l'analyse des faits. Ce n'est pas le fait que c'est l'ambassadeur qui est dit, parce qu'on a vu les gens monter sur les toits pour dire qu'il a dit que c'est guerre civile. Oui, il est. C'est la réalité. Maintenant, les conclusions qu'on en tire, lui et moi, sont différentes. Lui, il va envoyer des troupes pour massacrer nos populations, et moi, je vais appeler à ce que les gens se mobilisent pour lutter les vrais français. C'est ça la différence. Elle est fondamentale, et c'est intéressant de le dire. Alors, pourquoi c'est réactionnaire et injuste d'agression dans son contenu politique, idéologique et pratique, c'est une guerre de régression sociale. Regardez comment on va détruire les pylônes, comment on va détruire les écoles, comment on va détruire les hôpitaux, etc., etc., etc. Dans ces conditions, il n'y a aucun projet viable. Quand bien ils veulent instaurer un califat, diriger l'État selon les principes de la religion, c'est vrai, mais en réalité, derrière ça, il n'y a pas de projet de société qui soit viable. Ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui lui donne son contenu réactionnaire d'agression. Parce qu'on est venu, j'allais dire, perturber la quiétude de nos populations, les empêcher de produire, les empêcher de se déplacer. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, les objectifs poursuivis par les différents acteurs, on va les diviser globalement en deux camps. Il y a le camp des agresseurs, en tête duquel on trouve l'impérialisme français et les autres impérialismes, parce que l'occupation de notre territoire, elle n'est pas acceptable. Les pères de l'indépendance, on peut tout reprocher à Maurice, mais c'est une des questions qu'il a refusées. Et si vous lisez les mémoires de la Médana sur la question, ils montrent bien qu'ils se sont débarrassés, ils n'ont pas voulu qu'il y ait une base française dans notre pays. Et que, bien que les Français aient détruit les armes, jeté ça dans les puits à Bobo parce que c'était la plus grande base de concentration de l'armée française, ils ont dit, écoutez, nous allons construire une armée. Et le général Sangoulé le dit bien dans ses mots. Il ne s'agissait plus de savoir qui est Mossi, qui est Samo, qui est quoi, mais de se réunir et de construire une armée nationale. Aujourd'hui, c'est une régression parce que l'armée est devenue une sorte de bande armée et divisée en bande armée, articulée avec les gens, chacun cherchant à faire commerce de cette puissance militaire. C'est ça la réalité. Donc, dans ces conditions, l'impérialisme et l'État, tels qu'ils ont, ils ont le même comportement d'agression. Et rappelez-vous, Caen, comment on appelle ça, vers le nord, où effectivement, on a massacré les gens. Et le MPLH à l'époque avait produit un rapport. On a entendu le pouvoir dire qu'ils vont revenir là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus revenus sur la question. Parce qu'on allait, finalement, même les innocents ont été à la limite massacrés. Dans ces conditions-là, notre propre armée apparaît par des moments comme aussi faisant de l'agression. Ça, il faut le souligner. Et c'est ça qui a fait la rupture de confiance avec certaines populations qui ne voulaient pas donner des informations. On a écouté la dernière fois le député Aziz dire oui, ceux qui ont été les premiers à dénoncer leurs enfants, leurs cousins, mais après, bon, ils ont été égorgés parce qu'on n'a pas mis de dispositif pour les protéger. C'est ça aussi la réalité qu'il faut dire. Alors, il y a les gars maintenant qui sont interprétés, qui sont, j'allais dire, embrouillés dans leurs propres contradictions. Ils font des scissions, ils se combattent, mais comme je l'ai déjà dit, ils n'ont aucun projet de société viable dans les conditions actuelles. Voilà les deux acteurs qui agressent notre peuple. Et le deuxième cas maintenant, c'est le cas du peuple. C'est lui qui est pris en otage. Et je ne vais pas revenir sur tout ce que chacun connaît ici. Mais qui compte ses mots tous les jours, c'est déplacer tous les jours, derrière les exilés, parce que le mot public qui dit déplacer, c'est comme si la personne avait choisi de se déplacer. Non, c'est pas ça. C'est un exil à l'intérieur de notre pays. Et ça donne toute la mesure de la gravité de la situation. Mais il ne laisse pas les bras croisés, comme je l'ai déjà dit. Il se bat pour effectivement faire en sorte que le pays reste libre. Alors, deuxième point, cette guerre civile réactionnaire marque un tournant majeur dans la trajectoire historique et politique de notre pays. Et un obstacle fondamental au changement radical dont le professeur Savaro parlait tantôt. Je vais énumérer brièvement quelques points. En quoi c'est un tournant majeur? Tournant majeur parce que c'est l'existence même de notre pays qui est en cause.
puisque les groupes armés occupent le territoire selon les stations entre 40 et 60%. Et je l'ai déjà dit, bon, on ne peut même plus définir l'État comme un État puisqu'il ne répond plus ni à la caractérisation de population, de territoire et de pouvoir. Donc voilà quelque chose qui est extrêmement important. Elle vient approfondir aussi la crise de l'État néocolonial et met à jour la faillite des différentes institutions, notamment militaires. Je pense que vous regardez toujours sur les plateaux de télévision, les gens discutent à longueur de journée sur la faillite de notre armée, sur le fait qu'on a une pléthore, qu'on a une armée mexicaine pleine de généraux, mais qui ne vont pas au front. C'est ça véritablement les armées mexicaines. On reviendra là-dessus. Incontestablement, la guerre a constitué un obstacle pour le changement révolutionnaire parce que, rappelez-vous, en 2014, quand les gens sont sortis et ont fait l'insurrection, en 2015, ils ont chassé la bande des soldats qui voulaient faire la restauration. Mais c'est clair, on n'était plus en train de se poser la question de guerre communautaire, de conflit communautaire. On était unis parce qu'il y avait quelque chose à défendre. Aujourd'hui, on est en train de... Ceux qui veulent le changement sont obligés d'abord de déblayer le terrain, qu'on peut s'asseoir, les 60 ethnies là peuvent s'asseoir ensemble et progresser. Est-ce que ça c'est pas un recul au moment où tout le monde chantait que nous n'étions pas dans des guerres fratricides, qu'on n'était pas dans des guerres de communauté? Aujourd'hui, cette guerre nous ramène là. Et il faut d'abord décamper cette situation avant d'avancer. Et c'est donc, j'allais dire, un obstacle extrêmement important. Et on a vu aussi l'exacerbation des contradictions inter-impérialistes. Et enfin, les menaces sur les libertés politiques et publiques. Et chacun d'entre nous peut citer à volonté, j'allais dire, des exemples. Le troisième point que je voudrais aborder avec vous, c'est de favoriser cette guerre civile réactionnaire dans notre pays. Je serai aussi rapide là-dessus, d'autant plus que le professeur Sabaloko est revenu sur un certain nombre d'aspects. C'est la crise du système néocolonial. Mais surtout, je voulais m'appesantir sur l'aspect que ce système est dans l'impasse. Il est dans l'impasse politique, militaire, stratégique, avec leur maître à penser. Vous avez suivi à un moment donné. En France, tout le monde tombait à bras raccourcis sur Macron pour dire voilà comment ces comportements infantiles ont amené la situation au Sahel. Et que tout le monde savait que l'armée française ne gagnerait jamais cette guerre en se déportant ici. Mais à quelque chose, malheur est bon. Ça nous a amené à comprendre que la domination impérialiste là est quelque chose de physique, quelque chose de pesant que tout le monde voit désormais. On fait le Cherokee avec son lance-pierre a détruit le drone. C'est parce que pour lui c'est clair, on n'a pas besoin de faire la théorie. Il a vu qu'à Kayala, l'impérialisme français là, était là et il a descendu le drone. Et ça, lui, il a lutté à sa manière. Donc c'est des questions aujourd'hui qui ont été réglées grâce à laquelle, c'est pourquoi je disais tantôt que quelque part, ça permet de dessiller les yeux de la plus grande majorité de notre peuple. Alors, impasse politique, pourquoi? On est à notre 9e coup d'État, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. On fait des élections depuis 1960 également, mais ça n'a rien donné. Donc ça veut dire qu'on est au bout du rouleau, il n'y a plus. C'est les formes de réforme que l'État néocolonial s'est toujours donné. Si ce n'est pas coup d'État, c'est élection. Si ce n'est pas élection, c'est coup d'État. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et mieux, la classe politique elle-même est complètement décriée. De telle sorte que même ils sont pour dire qu'on s'excuse d'avoir mené ces politiques qui nous ont amenés dans l'impasse. Ce n'est pas Diabré seulement. Gérard Kambo, déjà en 1978, disait la même chose. Donc dans ces conditions, c'est une constante. C'est lié à la nature de l'État néocolonial, de son animation et comment il gère les intérêts de notre peuple. Et ça, c'est important. Impasse, j'allais dire militaire, bon, on n'a pas besoin de sortir de West Point pour écrire ça. La preuve, on est dans le tâtonnement jusqu'à présent. C'est ça qui inquiète le peuple en réalité. Mais il n'a pas à s'inquiéter puisque lui développe déjà des éléments extrêmement importants. Donc, un des facteurs du déclenchement de cette guerre, c'est la question du régionalisme, de l'ethnicisme, de la mauvaise gouvernance. Ceux qui sont au Sahel, viennent du Sahel, peuvent témoigner
que quand on affectait un fonctionnaire au Sahel, c'était d'abord une punition. Mais après, il se constituait cheptel. Mais Dieu sait comment il constituait ce cheptel. De sorte que l'image de l'État est dégradée dans la mémoire de ces collectivités et de ces populations. Comment peut-on faire confiance à cet État qui envoie ses administrateurs et qui, au lieu d'aider les populations, deviennent un danger pour ces populations en termes de prédation, de répression et tout ce que vous entendez. Et c'est que vous pouvez les citer dans toutes les régions du pays. Donc dans ces conditions, l'État ne peut pas être crédible vis-à-vis de nos populations parce que sa pratique n'a jamais été non plus crédible. D'accord? Alors, enfin, il y a aujourd'hui, on va devoir le dire, le prosélytisme des pays arabes et du Golfe dans notre pays. Il faut voir à un moment donné, il y a 10 ans, une prolifération de construction de mosquées. Ce n'est pas mauvais en soi, parce qu'il y a des gens qui croient et qui sont des musulmans. Mais si c'est pour faire prêcher dans nos mosquées la division, voilà ce que ça nous a amené dans ces conditions-là. Ces financements-là n'ont pas contribué au développement de notre pays et ça a été nocif et ça nous a amené, j'allais dire, dans le trou. Alors, comment on gère la catastrophe qui menace notre pays et notre peuple? Véritablement, on se retrouve à la croisée des chemins et il y a des menaces graves qui pèsent sur notre existence et notre devenir commun. La question est de savoir, il a posé, si on va s'en sortir. Alors, ce n'est pas un vœu pieux, parce qu'il faut interroger notre histoire. Il faut interroger notre histoire et aller puiser dans cette résistance que nos ancêtres ont développée déjà face aux colonisateurs. Lisez dans tous les bouquins qui se respectent et qui parlent de notre histoire. Nos ancêtres, dans tous les coins de ce pays-là, ont accueilli le colonisateur avec des flèches, des fusils pour glandouiller, mais tout ce que vous voulez, mais ils n'ont jamais accepté la domination. Je pense qu'un des colonels de l'armée a écrit sur l'excellence du Bani Monta, qui est improprement appelé révolte, mais c'est un mouvement insurrectionnel qui s'est développé dans une partie de notre pays et qui a eu une ampleur comme les guerres de libération qui sont menées au Vietnam, parce que le colonisateur a été obligé de mobiliser des troupes énormes pour ça, ensuite du matériel extrêmement sophistiqué pour l'époque, et n'ont pas fait dans le détail. Et on affamait, comme on le fait aujourd'hui encore, les populations, on détruisait les forteresses et on tuait, on massacrait comme on voulait. Mais est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont pas gagné. Parce que les spécialistes de la guerre disent aujourd'hui que la guerre n'est pas simplement le fait que tu as pu détruire, j'allais dire, toutes les maisons, mais si tu n'as pas pu soumettre la volonté de ces peuples, ben, tu n'as rien fait encore. Et l'exemple de l'Irak est là. Les Américains ont débarqué là-bas, ont tout fait, mais à la fin, c'est eux qui ont perdu. C'est eux qui ont perdu parce que dans la tête des Irakiens, les Américains ne pourront jamais les dominer. Et ça, c'est important, parce que c'est ça qui va se transmettre jusqu'à ce qu'ils aient accumulé les forces nécessaires pour les chasser, comme ça a été fait au Vietnam et ailleurs. Et ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on s'instruise de notre propre histoire pour avancer. Dans notre histoire récente, on va parler de 3 janvier 66. On va parler de décembre 75. On va parler des journées mémorables de l'insurrection de 2014 et de 2015 et la récente de 2015. C'est des moments extrêmement importants. C'est des moments extrêmement importants. C'est dans ça qu'on doit aller puiser. Et ça, c'est important. Deuxième point pour pouvoir avancer, c'est l'esprit de lutte et de résistance qui anime notre peuple. Le cas emblématique, c'est Yoro qui a été tué au nord. Mais attends, vous voyez bien comment, tout seul, avec sa volonté, c'est lui qui a été décoré, comme disait quelqu'un sur un plateau jusqu'à présent. On n'a pas encore vu un général décoré, hein, c'est lui qui a été décoré. Donc c'est pour dire que le peuple recèle de ressources extrêmement importantes pour prendre sa défense. Et ça, il faut le saluer. Et cette résistance, on le trouve dans la Congoé, on le trouve dans le sud-ouest, on le trouve au Sahel, on le trouve partout, à l'est. Donc les gens ne dorment pas, mais ils demandent à ce qu'effectivement on les appuie pour pouvoir sauvegarder leurs biens, leurs femmes, leurs enfants, etc. Parce que regardez, c'est triste. Même les déplacés,
Quand vous regardez, on interroge un déplacé, surtout les hommes, à la fin ils disent tout ça c'est bien, mais nous on veut retourner chez nous. Et ça c'est extrêmement important parce que dans la culture paysanne, quand tu as abandonné ta terre, abandonné là où ton cordon ombilical a été, abandonné tes fétiches, tout ce qui fait ta personnalité, c'est que tu ne vis plus même si tu es vivant. Et c'est ça cette réalité, et c'est triste, et c'est énorme. C'est tout ça là qu'il faut réparer, et c'est extrêmement important. Ensuite, la guerre civile a développé un sentiment anti-impérialiste extrêmement puissant qui est en train de gagner en largeur. Mais il faut qu'elle gagne en conscience. Il faut qu'elle gagne en conscience. Et pour les jeunes, plus jeunes que moi, parce que certainement il y a des plus âgés ici, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, quand on parlait de la domination impérialiste, il y a des esprits bien pensés, il y en a qui ne sont pas encore morts, je donne des noms, les Basile Guissou, les Roch Christian Marc Caboret et Jean Basse, disaient que l'impérialisme était lointain et fictif. Que l'impérialisme était lointain et fictif. C'était ça le cœur du débat qui a animé le mouvement étudiant, pas autre chose, ce n'est pas des questions de personne. Parce que c'est ce qu'on dit dans les gargoles, comme si c'était un tel qui n'était pas d'accord. C'était l'analyse concrète de la situation du pays, l'étape de la lutte dans notre pays qui a déterminé la fracture. Et ceux-là qui sont partis, qu'on a appelés les liquidateurs, ils se sont auto-liquidés parce qu'il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas eu de perspective parce qu'ils ont été des putschistes. Ils ont aidé la bourgeoisie à s'installer, à réprimer le peuple, quel que soit le manteau, le discours sur lequel ils se soient présentés. C'est ça la réalité. Donc on ne va pas cacher ça, parce que souvent le débat est mené sans aller jusqu'au bout, sans connaître aussi l'histoire. Il y a beaucoup de gens, écoutez par exemple le Premier ministre, il dit qu'il a milité dans les organisations estudiantines. Faux. J'y étais dans la même période, mais il dit qu'il a milité dans l'UNEF. L'UNEF n'est pas une organisation estudiantine burkinabé. Si c'est ça, il n'a rien fait du tout. Il ne peut pas se prévaloir de ça. Or, il revendique d'avoir milité dans les organisations estudiantines, mais en contrebande, c'est comme s'il avait milité dans les organisations estudiantines et voltaïques à l'époque. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de contrebandiers comme ça de l'histoire de notre pays. C'est pourquoi il faut les démasquer un à un. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Alors, je dis que cette guerre, et dans ça, il faut énormément faire l'articulation entre le mouvement anti-impérialiste qui se développe et la question de la révolution. Si on ne fait pas ça, ça va se dissoudre, ça va se transformer en eau de boudin tôt ou tard et ça va se terminer. Les gens vont se fatiguer, se décourager et partir. Pourquoi? Je donne encore un exemple historique pour terminer. Et ça pose deux problèmes. C'est l'exemple que je vais donner. En 1971, au Chili, il y a un monsieur, il était socialiste, qui arrive par les élections au Chili. Mais l'impérialisme américain ne veut pas entendre ça de son oreille. Et on fait tout et on l'assassine. Les gens manifestent, ils manifestent. Ils veulent, on chasse l'ambassadeur américain. Et il y a un film, et je vous conseille d'aller voir, il pleut sur Santiago, ceux qui l'ont vu, allez-y regarder. Il y a une image très poignante. C'est-à-dire l'ambassadeur qu'on a dit de renvoyer chez lui, pendant qu'il était en train de descendre de l'avion, son remplaçant montait dans l'avion, son remplaçant descendait pour continuer la même politique. C'est pourquoi ceux qui disent que l'ambassadeur n'a qu'à partir, s'il ne l'articule pas à la question du changement fondamental, il n'a encore rien fait. Ce n'est pas un jeu d'enfant que de dire qu'on va chasser l'impérialisme. Il y aura des larmes, il y aura du sang. Parce que pourquoi ils sont là? Tous les jours, on nous dit, on nous bassine qu'au Mali, il n'y a pas d'intérêt. Au Burkina, c'est le pays le plus pauvre. Au Niger, on n'en parle pas. Mais pourquoi ils ne partent pas? C'est une question simple. Moi, je ne suis pas allé loin dans l'école, mais au moins, je comprends ça. Que tu restes là, c'est qu'il y a quelque chose qui t'intéresse chez moi. Donc, ça veut dire pour le faire sortir là, il faut qu'on attache nos ceintures, les femmes attachent les pagnes pour qu'effectivement on puisse les bouter hors de notre pays. Sinon, autrement, les manifestations c'est bien, ça traduit déjà le début. Je vous ai montré qu'il y a 20-30 ans, on n'était pas assez stable. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de jeunes, mais il faut qu'il y ait de la conscience. Et cette conscience-là, c'est l'articulation avec le changement radical dont mon gouvernementiste a parlé tantôt. Et en fait, il faut aussi que
la question de la lutte anti-impérialiste, qu'on ne pense pas qu'on va quitter le chapeau d'un impérialiste pour encore aller se mettre sous le chapeau d'un autre. Quand les Vietnamiens ont chassé l'armée américaine, mais ils étaient adossés à personne. C'est des femmes, des paysans, dans les champs de rizières, qui, tout en sémant le riz, avaient leur fusil en bandoulière. Et encore une fois, c'est extrêmement important. Pourquoi? Celui qui a gagné la guerre, Giap, c'est un prof d'histoire, ce n'est pas un militaire, mais il a décimé 2 générations de Saint-Syriens. 2 générations de Saint-Syriens n'ont pas pu venir à bout de Giap. C'est un historien, je vous dis encore, c'est un historien, ce n'était pas. Mais ce qui a fait leur force là, c'est leur volonté de conquérir leur indépendance, leur souveraineté, et ça, c'est extrêmement important. C'est de ça qu'il s'agit dans notre pays. Alors, je vais peut-être terminer parce que je suis dans mon temps. En professeur d'histoire, je voudrais terminer par cette domaine par une citation du grand généticien Albert Jacquard, qui écrit dans son opuscule De l'angoisse à l'espoir, l'essor d'écologie humaine. Parlant des crises que connaissent nos sociétés et les mutations qui en découlent, il dit ceci. Ce qui change, ce sont en effet les conditions dans lesquelles les hommes vivent ensemble sur leur petite planète. Les événements quotidiens, si spectaculaires, si dramatiques soient-ils, ne sont que la mousse de ces transformations qui restent ignorées car elles ne sont pas immédiatement visibles. Jour après jour, l'actualité se cache le mouvement réel de l'histoire. Oui, nous sommes en train de vivre une révolution et nous ne devons pas oublier que toute révolution partage les hommes en 2 camps, ceux qui la subissent et ceux qui la conduisent. Nous devons donc nous rendre compte que nous avons le devoir de participer activement au changement en cours pour leur donner la bonne direction. Je vous remercie.